Élu dans Chauveau en 81, ce professeur en philosophie a toujours été impliqué dans son milieu. Raymond Brouillet est une figure politique qui possède une bonne expérience sur le terrain. Docteur en philosophie de l'Université de Louvain, Raymond Brouillet étonne par ses qualités d'orateur et la profondeur de ses convictions. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Brouillet. Bonjour. En 1994, vous représentez encore aux élections générales, toujours contre le même adversaire libéral, Rémy Poulain, qui vous avait battu 2 fois. Vous ne manquez pas de détermination. J'étais confiant là, à ce moment-là. J'avais été certain que Poulain, c'était à cause de lui que j'avais perdu mes autres élections, puis c'est lui qui va me faire perdre encore la 3e. Je ne me serais peut-être pas présenté, quoi, je suis allé, mais c'était absolument pas. J'étais convaincu du contraire. Et ça n'a pas été long. On a pris le pouvoir au mois de septembre. Et puis, 1 an plus tard, M. Parizeau, je lui reconnais, il a préparé son référendum quand il était premier ministre. À l'Assemblée nationale, vous reprenez vos fonctions de vice-président de l'Assemblée nationale. Là, M. Parizeau m'a proposé, il m'a dit qu'il me proposé comme vice-président à l'Assemblée, ce que j'ai accepté. Ça, vous aviez fait ça 10 ans plus tôt. Est-ce que les fonctions avaient modifié? Au niveau de la présidence, ça n'a pas modifié tellement. Non, au niveau de la présidence, non, c'était pas mal la même chose. Sauf qu'à l'intérieur, parce que nous, comme fonction à la vice-présidence, c'est qu'on préside les débats, oui, mais on ne fait pas que cela. On participe aussi à d'autres activités qui relèvent de la présidence. Et ce qui était un peu nouveau, c'est qu'à ce moment-là, dès le début de mon arrivée, je me suis occupé beaucoup de la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Alors, j'ai travaillé beaucoup à ce niveau-là. Et je suis encore, d'ailleurs, dont j'en parlerai un peu plus tard aujourd'hui, mais disons que ça a été un volet, ça, peut-être tout nouveau, tu sais. Mais la première fois, comme premier vice-président, au niveau international, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Vous étiez aussi président du caucus des députés de la région de Québec? En 84, oui, ça c'était un peu... En 94? En 94. Et vice-président de l'Assemblée, là, ça devait créer des situations délicates. J'avais accepté... Les députés m'ont demandé d'accepter la présidence. Bon. Et puis, je l'ai accepté, mais quelques jours plus tard, ou peut-être une semaine plus tard, c'est là que M. Parizeau est venu me voir pour me dire, bien, écoute, j'aimerais que vous gardiez là, vous avez de l'expérience. Puis... Alors, ça m'a incité à rester. Mais j'étais dans une situation inconfortable, parce que les libéraux, l'opposition aurait pu tout de suite sauter sur ça pour dire, bien, écoute, démissionne ou tu ne peux pas rester président. En soi, c'est une fonction partisane. Président de caucus. Oui. Dans le caucus, tu défends les positions du gouvernement dans la région, tu fais la promotion de ça, puis bon. Moi, l'attitude que j'ai adoptée, je retardais, je dis, on va voir. Je n'ai eu aucun. Mais je m'étais abstenu d'une chose. Souvent, j'étais interpellé par les journalistes pour donner mon opinion sur tel dossier, puis tout ça. Bon, puis je provoquais moins de conférences de presse, c'est tout ça. Mais quand même, j'étais moins efficace dans ma fonction, là. Mais pour l'interne, ça faisait l'affaire, hein, et puis les députés aussi de la région. Bon. Alors, ça me rendait un peu... J'étais un peu... Quand même, j'étais mal à l'aise un peu. J'espérais que les libéraux n'ont jamais parlé de ça, parce que je sais jamais... Mais j'ai eu l'occasion, à un moment donné, l'occasion s'est présentée, c'est quand M. Rochon a été nommé ministre responsable de la région de Québec. On va lui offrir aussi la présidence du comité. Il agira comme président du caucus. En général, les deux fonctions étaient distinctes, mais là, ça arrivait assez bien, puis moi, j'étais bien content. Tu sais, de m'en tirer à si bon compte, finalement. Ça s'est réglé comme ça. Ça s'est réglé comme ça. Au référendum de 1995,
Qu'est-ce que vous avez fait de particulier? Ben, moi, j'ai travaillé dans mon comté, un petit peu dans la région. Là, en tant que député, j'avais été désigné comme le principal responsable de l'organisation, de la motivation des gens, puis ainsi de suite, avec toute mon équipe là, de militants dans le comté, mais j'étais un peu le principal animateur puis responsable de ça. Et puis au niveau régional, bon, comme équipe régionale, on faisait quelques rencontres, quelques réunions pour quelques activités régionales, et pas tellement de stratégie régionale, mais un petit peu, tu sais. Mais c'est ça, c'était minime un petit peu par rapport, parce que chacun travaillait beaucoup dans le comté. Alors, ça a été le rôle que j'ai joué, moi, surtout au niveau du comté. Le pointage n'a pas donné ce que vous espériez, enfin que les tenants du oui espéraient dans la région de Québec. Il y a probablement eu plusieurs facteurs pour expliquer ça. C'est assez difficile. Je sais comment ça se fait que ça n'a pas été plus élevé dans la région de Québec. Je ne sais pas qu'il y a eu des relents encore de 80 fonctionnaires et puis tout, là, de 83, 84, là, la loi, là. Est-ce qu'il y a encore des relents de ça? Je sais que ça a duré assez longtemps, on entendait parler. Mais pourtant, pour la région de Québec, le fait de devenir capitale d'un pays souverain, ça a des avantages. Ça, c'était un dur coup. C'était un coup. Ça a été, on a vu ça comme une grande défaite, malgré la petitesse de l'écart, mais une grande défaite à cause de la grandeur de l'espoir qu'on avait là-dedans, des efforts mis depuis 20 ans, 30 ans, puis certains 40 ans, là-dedans, parce qu'il y avait pour plusieurs des militants une dimension, je dirais, existentielle dans ce dossier-là. C'était pas qu'une élection comme une autre, c'était pas des intérêts bien secondaires et tout, c'était un intérêt fondamental majeur. Parce que pour ces gens-là, le fait de devenir maître comme nation, comme peuple minoritaire, maître de notre destin, contrôler ça, avoir la responsabilité de notre devenir, décider intégralement un peu notre devenir, c'est très important pour ces gens-là, pour le bien-être dans la population comme telle, le bien-être de la nation. Se sentir ainsi libre et savoir qu'on a la maîtrise, tu sais, il y a une fierté, Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une dimension existentielle. C'est plus que... Mais ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est la façon dont l'ensemble de la population a réagi, le calme et tout ça. Tu sais, c'est une grosse leçon de démocratie puis de maîtrise un petit peu là, de ses émotions. Dans un contexte de démocratie, il faut être capable de piler un peu sur des émotions puis des sentiments et tout. Hein. M. Parizeau a démissionné le lendemain. Quelques semaines plus tard, M. Bouchard l'a remplacé comme chef du gouvernement et chef du PQ éventuellement. Comment vous avez vécu cette transition-là? Bon, c'est sûr, M. Parizeau avait donné le maximum. Les gens ont reconnu tout ce qu'il avait fait. Il mis corps et âme là-dedans. Mais il aurait pu rester. Les gens auraient aimé qu'il reste. Personne voulait que ça aille. C'était une surprise, tout ça. Alors, donc, la perte de M. Parizeau comme celle, ça n'a pas été un coup d'assommoir, même si on le regrettait. Parce que là, M. Bouchard pouvait assurer la relève et peut-être nous faire franchir le dernier pas qui nous manquait. L'espoir était là encore, là. Peut-être qu'il pouvait nous faire franchir. Hein? Alors, on sait ce qui est arrivé. Il a fait un excellent travail, M. Bouchard. Il s'est impliqué beaucoup dans la politique familiale. Hein? Il n'a pas été seulement gestionnaire d'argent, là. Il était très ouvert. La politique familiale, il l'a pris à sa charge avec Pauline, qui était le ministre responsable, mais il l'a embarqué. Il a fait son dossier avec Pauline. Là. Et puis après ça, bon, les congés parentaux, pour les couples, les parents, les congés parentaux, c'est extraordinaire. Comme il y en a de jeunes femmes qui désirent, des enfants, tout ça, puis ils voient qu'ils vont pouvoir rester avec leur enfant la première année après l'accouchement. C'est incroyable, on les voit. Moi, j'ai vu mes filles, moi, puis bon, j'en vois, là. D'autres, des amis, puis tout ça, ça joue un rôle considérable. Durant votre mandat 94-98,
Là, vous êtes confronté à un dossier émotif, celui de la fermeture annoncée de l'hôpital Chauveau à Loretteville. Vous êtes embarqué dans ce dossier-là. Qu'est-ce que vous avez fait et comment ça s'est terminé? Alors, on connaît le contexte. Et M. Rochon, qui était ministre, il était là pour assurer un ajustement puis une réforme du système de la santé. On était en retard. Les besoins avaient évolué énormément, puis nos services n'avaient pas suivi. Et il y avait deux choses, le vieillissement de la population considérable et puis aussi la technologie. Alors, on avait trop de lits de courte durée, puis pas assez de lits de longue durée avec le vieillissement de la population. Donc, l'idée, c'était de faire un virage ambulatoire, entre autres, réduire le plus possible les hospitalisations de courte durée. Et avec la technologie qu'on avait, c'était possible. Puis le virage ambulatoire, c'est qu'on pouvait aussi assurer un suivi à domicile. Et aussi chirurgie d'un jour, sans être obligé d'être hospitalisé puis hébergé à l'hôpital dans courte durée. Et puis dégager des sommes d'argent et des places pour la longue durée qui devenait de plus en plus nécessaire. Bon. C'était ça, en gros, l'idée, là, et Rochon avait le mandat de faire ça. Il fallait fermer des lits de courte durée et puis les convertir en longue durée. Et Chauveau était un des trois, Jeffrey Hill, Chauveau, puis l'autre, enfin, il y en avait un autre, là, mais surtout ces deux-là. Et puis, imaginez, l'hôpital de Loretteville, c'était un dossier émotif. Oui, c'était un dossier émotif. Parce que l'hôpital de Loretteville, c'était le fleuron des gens de Loretteville. Et le médecin, j'ai oublié les noms et tout, les personnes qui s'étaient impliquées pour créer l'hôpital Chauveau, qui s'étaient dévouées à cet hôpital-là. Alors, dès qu'on a su ça, moi, j'ai rencontré le directeur Michel Marcotte de l'hôpital. Alors, je le rencontre, on décide de convoquer tout de suite le conseil d'administration, le président du conseil d'administration, Michel Giguère, puis moi, puis ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On décide de convoquer une conférence de presse dès le lendemain. Puis on décide, sur le même champ, après la conférence de presse, là, on décide d'une manifestation publique. Il fallait que les gens, il fallait que ça sorte, ça, là. Donc, on fixe la manifestation. Ça arrive, des autobus arrivent. Avec on connaissait les organisateurs libéraux, là. Ça se passait à l'hôpital même? À l'hôpital même. Les organisateurs libéraux, on le connaissait, puis il y avait des autobus, il y avait des boîtes avec des drapeaux canadiens là-dedans. Ils sortaient les drapeaux canadiens, ils donnaient ça aux gens qui sortaient, tu sais, pour... mais il y avait beaucoup d'autres personnes qui sont venues autrement. Certains ont dit qu'il y avait 10 000 personnes. Moi, peut-être pas 10 000, mais il y avait certainement 5 000. Alors, nous autres, à ce moment-là, le seul endroit pour adresser la parole aux gens, pas d'estrade qui va tenir devant ça, là, il y avait la chaufferie de l'hôpital, qui était à mi-hauteur de l'hôpital. C'était pas mal haut, là. On dit sur le toit de l'hôpital quand on parlait. On dit, on va se mettre sur la chaufferie, sur le toit de la chaufferie, puis là, on va pouvoir être vu puis dominer un peu l'ensemble, on va pouvoir adresser la parole puis se faire entendre. Dans l'assistance, il y avait un député libéral qui s'occupait de la santé. Il était là, avec le groupe de libéraux, le militant, là, qui était venu avec des drapeaux, qui était pour un certain nombre en autobus. Alors, là, la clique commence à chahuter, puis à crier, puis tu sais, pour m'enterrer, pour pas que je parle. Alors, il était sur le bout du toit comme ça. Là, je leur ai parlé, mais j'ai monté le ton. J'ai quasiment crié pour me faire entendre, tu sais. Puis là, j'ai dit, il y en a parmi vous. Là, puis je les pointais, je les voyais, là. Hein? Ils pensent qu'ils vont avoir ma peau. Sachez, messieurs, madame, vous le savez, mesdames, là, messieurs, s'il y a quelqu'un ici qui peut vous aider dans ce dossier-là, c'est moi. Et je m'engage à le faire. Vous allez pas... Ça criait, ça hurlait. Alors, finalement, moi, j'ai tenu tête, mais ça m'a aidé parce que les gens me félicitaient après, tu sais, plusieurs me disaient, hey, on dit, t'as tenu une coup, mais tout ça. Alors, ça fait le tour des nouvelles de télévision à travers tout le Québec le soir, sur le toit de l'hôpital. Vous aviez tourné une assemblée qui s'en venait hostile à un appui, finalement? Finalement, oui, finalement. Hein, les gens,
Et puis après ça, bien là, on a continué le travail. On a continué le travail. Donc, qu'est-ce qui est arrivé finalement? J'ai amené 2 fois Rochon, moi, M. Rochon. Il a accepté. C'était très bien. Je l'ai amené rencontrer le conseil d'administration de l'hôpital. Il a accepté de venir à 2 reprises. Alors, finalement, on a réussi à convaincre de laisser l'urgence ouverte. Après ça, les cliniques externes. Il restait à transformer les lits de courte durée en hébergement. Ça pouvait se justifier. On a plaidé le fait de maintenir 6 lits de courte durée rattachés à l'urgence pour éviter de trimballer les gens qui rentrent à l'urgence de son domicile et les hôpitaux de Québec. Parce que quand quelqu'un rentre à l'urgence, ça prend un certain temps, des fois, avant de le stabiliser puis savoir est-ce qu'il a besoin d'hospitalisation ou est-ce qu'on doit le retourner chez lui. Est-ce qu'on peut le retourner chez lui? C'est pas évident tout de suite, là. Est-ce que c'est votre façon de régler ce dossier-là qui vous a permis de gagner votre élection en 98? Comme je l'ai dit tantôt, si je ne l'avais pas réglé, je n'aurais pas été élu. Parce que la candidate à ce moment-là, ce n'était pas Rémy Poulin, c'était Hélène McNean, qui était une infirmière chevronnée, qui avait fait carrière à l'hôpital, résidente de l'hôpital. Donc, à l'intérieur de l'hôpital, c'est là, dans la campagne, elle n'a pas abusé. Elle n'a pas fait mention de ça plus que ça non plus, là, tu sais. Mais oui, c'est sûr que j'ai eu à peu près 3 000 de majorité, quand même, tu sais, là. En 2000, au tournant des années 2000, le gouvernement Bouchard lance les fusions municipales. Dans votre circonscription, dans la périphérie de la ville de Québec, il y avait de l'opposition forte. Est-ce que vous avez trouvé la joute corsée à ce moment-là? Pas tellement. J'ai pas tellement trouvé la... Je crois que il y avait un peu dans la population, c'était un peu ambivalent dans la population. C'est sûr qu'il y avait, au niveau des maires, mais vois-tu, je crois que c'est le maire de Loretteville qui a adhéré assez facilement à l'idée de la fusion. Il n'y avait pas un blocage là, systématique. Tout d'abord, il fallait protéger un peu le sentiment d'appartenance des citoyens, des anciennes villes, des villes fusionnées. Mm-hmm. Le sentiment d'appartenance. Deuxièmement, il fallait aussi, dans la mesure du possible, protéger une certaine proximité des services par ce biais-là. Et il y en avait un autre, là. Les coûts, probablement? Les coûts, ah oui, que les municipalités qui avaient des dettes gardaient la responsabilité des dettes pour l'avenir. Et puis, s'il y avait des surplus, bien, ils pourraient en profiter aussi d'une certaine façon, là, tu sais. Alors, moi, je prônais là-dedans les côtés bénéfiques de la fusion. C'est l'efficacité au niveau du développement de l'ensemble de la région. Cesser les tiraillements de compétition, puis de conflits d'intérêts, puis de chicanes, puis tout ça. On n'arrivait pas à avoir un leadership régional fort pour arriver à imposer une volonté majoritaire à l'ensemble du territoire dans tel sens ou dans tel sens pour les réalisations et tout. Hein, ça. C'était la faiblesse de la région de Québec. La région de Québec avait un potentiel de développement considérable, mais je pense qu'on n'arrivait pas à prendre l'élan, vraiment. Et ça, c'était un moyen essentiel, indispensable. Deuxièmement, l'équité fiscale aussi. C'était une grosse... L'équité fiscale, hein? Il y avait des services rendus par le centre qui profitaient à tout le monde et que dont le centre était le seul à payer. Certains services, on le sait. Hein, l'attraction du centre amène beaucoup de gens, puis ces gens-là utilisent les services en disposition. Hein, bon. Alors ça, il fallait rétablir une certaine équité pour créer un dynamisme aussi. Alors moi, pour ça, j'étais en faveur, mais j'ai prôné à ce moment-là l'idée des arrondissements. J'étais pour les arrondissements. Et ça, j'ai dit à mes maires, avec les conseils d'arrondissement, un certain pouvoir pour régler certains services de proximité. Alors, j'avais tout à parler de ça au maire, puis ainsi de suite. Et puis, la réception était bonne. Et c'était... J'ai pas senti de blocage systématique. Mais ça a passé, finalement. Mais est-ce que vous avez vu une réaction de ces fusions-là aux élections? Malgré tout, je pense, de l'ensemble de la population, il y en a qui avaient des craintes. Et puis...
ça a joué certainement dans l'élection. Et les libéraux sont allés promettre aussi, ce qui n'a pas aidé, la diffusion. Ça explique aussi l'espoir que certains pouvaient avoir de peut-être revenir. Hein? Mme Boucher, jusqu'à la dernière minute, elle a combattu tout ça, voulait garder son sein de foi. Et pour elle, les citoyens, elle n'a pas démordu du tout jusqu'à la fin. Alors, toutes ces influences-là ont joué certainement sur le résultat du vote. En 2002, vos amis, vos concitoyens vous ont réservé une soirée hommage. Ça vous a touché? Ah, ça m'a beaucoup, oui, parce que c'était vraiment pour moi des retrouvailles aussi avec tous les gens que j'avais connus à travers mes 14 ans, mais depuis 20 ans, là, depuis le début. Et les premiers militants qui étaient venus me chercher là, et tout au début, qui étaient venus m'inviter à devenir candidat, puis tout ça, qui m'ont appuyé, tous ces gens-là. Alors, c'était une belle soirée. Des témoignages, j'ai eu énormément de témoignages. Et puis, ils m'ont préparé un livre. Les membres de l'Assemblée, j'ai des lettres de quasiment tous les premiers ministres m'ont envoyé des lettres à ce moment-là. J'ai beaucoup de bons... Ouais, c'est ça. Vous ne vous êtes pas représenté en 2003. 2003. Est-ce que vous aviez considéré que, bon, le tour du jardin était fait? Moi, je ne sais pas parce que je n'avais pas le goût. Tout d'abord, j'arrivais à 70 ans, dans 2 mois. Et puis, j'avais beaucoup donné, finalement, sur le tard. Ma santé était bonne, j'ai tant mieux, parce qu'elle pourrait ne plus être aussi bonne. Et puis, c'était pour ma famille. Essentiellement, là, ce qui a été l'élément déclencheur d'y aller immédiatement à ce moment-là, c'était, il était temps que je revienne à ma famille à temps plein. Quelques mois avant de quitter, vous avez reçu l'ordre de la Pléiade. C'est une décoration particulière, ça? Oui. C'est une décoration qui est offerte par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est pour reconnaître les mérites de ceux qui se sont distingués dans la poursuite des idéaux de l'association. C'est pour promouvoir la culture francophone à travers le monde, dans les différents pays, la langue française, mais pas seulement la langue, mais les différentes cultures francophones. Alors, j'ai œuvré beaucoup. J'en ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais je peux te brièvement pour expliquer un peu le fait qu'on m'ait attribué le grade d'officier. Déjà, dans mon premier mandat, j'ai été secrétaire parlementaire dès ma première année au début de la section québécoise de l'Association internationale des parlementaires de langue française. C'est un peu pour cette participation à l'international. Et depuis mon retour, j'ai repris à mon retour aussi des fonctions de cette nature-là, surtout vers la fin avec Louise. Là, je suis allé à la réunion Europe. L'agent des Amériques participait, était invité à la réunion Europe, à Cran, Montana, en Suisse. Je suis allé à Strasbourg, je suis allé à Berne, aussi dans des réunions. Puis en Afrique, mais je suis allé en mission au Niger pour la formation des parlementaires, la démocratie. J'expliquais un peu nos principes démocratiques, le mode de fonctionnement. Vous-même, vous avez siégé pendant 3 mandats. Vous n'avez jamais été nommé ministre. Est-ce que ça a été une déception dans votre carrière? Savez-vous que, quand je suis arrivé, il n'était pas question que je pense à ça. J'étais inconnu, moi, là, tout ça. Puis, philosophe aussi, au point de départ, on n'a pas un mot préjugé à l'égard des philosophes, si on veut le nommer administrateur, ministre pour administrer un ministère. Tu sais, là, au point de départ, là, c'est pas... Tu ne cours pas après ça. Tu vas avoir un économiste, tu vas avoir un... Bon, tu sais, là... Alors ça, disons, je ne m'attendais pas du tout à ce moment-là. Mais là, j'ai été nommé vice-président. J'étais bien content à la fin. J'ai beaucoup aimé mon travail à la vice-présidence. Beaucoup. Et la raison principale, c'est que ça me branchait sur le monde. J'ai reçu à l'Assemblée nationale combien de visiteurs en entrevue, tout. Là. Le nom apostolique, le ci, le ça. Beaucoup, beaucoup. Puis on fait appel à moi beaucoup, beaucoup pour recevoir les gens. Président dîner, puis j'adressais toujours la parole à ce moment-là. Et qu'il y avait des groupes qui arrivaient à sa parole. J'étais heureux et fier de représenter le Québec. Mais de ne pas siéger au Conseil des ministres? Dans le fond, là, j'aurais peut-être pour ma fierté un peu aimé ça. Mais je ne sais pas si, au bout du compte, ici à l'Assemblée,
j'étais quand même relativement disponible pour la famille, un peu plus. Je ne m'éloignais pas. Méné, tu fais le tour du Québec, tu pars 2-3 jours, tu t'en vas, tu es toujours à la course. Hein. Moi, j'étais toujours tout près un peu. Tous les soirs, je pouvais rentrer à la maison. Puis j'ai adoré la fonction de la présidence, à la fois pour l'accueil et à la fois pour les missions que j'ai faites à l'étranger. Puis représenter le Québec, et puis répondre aux questions, puis faire la promotion, puis tout ça, ça me plaisait beaucoup. Ça me plaisait beaucoup. Vous avez travaillé sous plusieurs chefs, en commençant par M. Lévesque, Johnson, Parizeau, Bouchard-Landry. Au moins, je pense que j'en oublie pas. Quel genre de relation vous aviez avec chacun d'eux? En gros, là, d'excellentes relations. D'excellentes relations. Bon, quand j'avais... C'est assez rare que j'ai demandé à les rencontrer. Assez rare. Une fois ou deux, pour des points particuliers, là. Tout ça, pour clarifier quelques petites choses. Mais j'ai toujours été d'emblée fidèle et loyal à celui qui était là, démocratiquement, légitimement dans sa fonction. Pas de grenouillage de votre part. Non. Alors ça, puis c'est pour ça que j'ai toujours travaillé en collaboration avec chacun qui a passé là. J'ai eu de très bonnes relations. Comme héritage à vos concitoyens et concitoyennes de Chauveau, du nord de Québec, qu'est-ce que vous leur avez laissé? Tout d'abord, j'ai été à l'écoute, essentiellement. Et ça correspond à tous les témoignages que j'ai eus assez récurrents, constamment. J'ai été à l'écoute des gens, de leurs problèmes, et puis des groupes et des groupes sociaux aussi, hein, et des élus politiques. J'ai toujours respecté aussi les élus à la fois municipaux de mon comté, dans l'exercice de leurs responsabilités. Hein. J'allais toujours les voir comme des partenaires. Ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, l'hôpital, on l'a vu tantôt, là. Et puis, dans le domaine de la santé, un autre, là, la réalisation, c'est qu'avant de quitter en 2003, un dossier qu'on a travaillé très fort durant 7 ans avec Lou Blanchette du CLSC La Source. Lui avait eu l'idée de faire un regroupement assez inusité, c'est une première au Québec, de regrouper dans un même complexe les services de CLSC, un CHSLD et une garderie de petite enfance. Ça, c'est vraiment un leg que j'ai fait à la fin, là. Et j'en suis très fier de ça. Après ça, les écoles, hein, à Val-Bélair, une école primaire, une grosse école secondaire, à Saint-Émile, l'école La Vignoble, l'école Neuve, l'école Beau-Séjour, on a tout refait, le gymnase, l'école La Passerelle à la Saint-Charles, l'école Arc-en-Ciel, une nouvelle école à Saint-Charles. On a agrandi 2 fois l'école de Stoneham, à des Neiges. Bon, les bibliothèques qu'on a mis là-dedans, à Shannon, à Saint-Gabriel, la bibliothèque Christine Brouillet, là, qu'on a à Loretteville, hein, une ancienne bibliothèque qui était désuète. On a construit quelque chose de formidable. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. Après ça, bien, les maisons de jeunes. On a ouvert des maisons de jeunes un peu partout. Il faut que je finisse aussi un point très important, c'est les groupes communautaires. C'est sûr que l'action bénévole, il y en a partout. J'appuyais tous ces gens-là. Et puis en même temps, comme on avait un budget qui nous est donné pour le support à l'action bénévole, alors je m'assurais que tout le monde ait équitablement sa part. Et de temps en temps, j'avais un petit coussin pour des projets particuliers, refaire des cours d'école, des équipements d'école et tout, à différents endroits, entre autres à l'école Arc-en-Ciel de Loretteville, cette fois-ci. Et bon, il y a différentes choses. Maintenant, je voudrais profiter de l'occasion, là, de remercier les gens de mon comté. Tout d'abord, de m'avoir élu à l'Assemblée nationale, de m'avoir élu comme représentant de l'Assemblée nationale. Je pense que je suis très fier de ça. C'est un honneur pour moi. Et je les en remercie beaucoup de la fidélité. Et en même temps, bien, disons que moi, j'ai accompli mon travail avec beaucoup de détermination, de sérieux et de dévouement. Et j'en suis très fier. Merci, M. Brouillet.